En fait, ça a été très compliqué de trouver des gens pour parler d'hébergement qui ne faisaient pas partie d'associations délégatrices d'État. Parce que c'était un peu le périmètre était quand même un peu compliqué. Du coup, on a réfléchi et puis on s'est dit que finalement c'était une situation, des questions suffisamment transversales qui recouvraient à peu près tous les pôles urbains. Et on s'est dit qu'on allait s'y intéresser de plus près. Donc pour vous dire, moi je suis juriste, je suis pas travailleuse sociale, enfin, je suis aussi maintenant, mais c'est pas ma spécialité, la question des hébergements. D'accord? Donc je m'y suis intéressée comme quelqu'un qui découvrirait un monde à part, et c'en est un en fait. Voilà. Ok? Donc je vais vous brosser un peu le portrait de la situation de l'hébergement en France, et vous allez voir, il n'est pas facile parce qu'il ne fait que se recouvrir en strates comme ça. C'est plusieurs strates qui s'amoncellent les unes sur les autres et qui deviennent en fait ubuesques et incompréhensibles à la fin. C'est-à-dire que même pour les travailleurs sociaux avec qui on a l'occasion de travailler, eux-mêmes ne savent plus très bien dans quelle structure ils travaillent. Parce que dans le même lieu, il peut y avoir un CAO, un PRADA, un CAES, etc. Voilà. Plein de structures peuvent coexister dans un seul et même lieu. Du coup, ça rend la visibilité des opérations très compliquées. Bon, on va revenir dessus. Donc on va commencer par parler du dispositif national d'accueil. Alors le dispositif national d'accueil, il ne concerne que les demandeurs d'asile, d'accord? Donc il ne concerne pas les personnes sans papier ou même toutes les personnes sans abri. Il n'est destiné qu'aux demandeurs d'asile. Il a été créé dans les années 2010 pour faire face à ce que le camp de la réaction appelle l'afflux de réfugiés ou la crise migratoire ou la vague migratoire, enfin bref, tout ça. Mais il a été fait surtout parce que les pouvoirs publics se sont dit oulala, 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 des campements partout dans Paris, comment on va faire, etc., etc. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que ce DNA, il prend de l'ampleur en 2010, c'est les premiers campements, et de 2010 à 2017, on va créer presque 12 catégories de structures sociales à l'intérieur du dispositif national d'accueil. Donc, tu as le DNA d'un côté, ça c'est les demandeurs d'asile, et puis d'un autre côté, on va dire le droit commun de l'urgence, ok, qui concerne toutes les personnes sans abri. D'accord ? Donc, c'est deux systèmes qui fonctionnent en parallèle, sans lien les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez être refusé dans le DNA, mais pris en charge dans le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun, et être demandeur d'asile et être pris en charge au DNA, mais être refusé par exemple par le SAMU social. Ils fonctionnent vraiment les uns comme ça en parallèle des autres. Ce qui est quand même un peu étonnant parce que les deux passent, de toute façon, parlent de l'hébergement des personnes précaires. Donc en fait, pourquoi on a créé des systèmes? Enfin, moi j'ai vraiment pris le truc en me disant mais comment, pourquoi, etc. Pourquoi on a créé des systèmes qui ne font que fonctionner en parallèle? C'est un peu étrange comme système de politique de faire ça. Donc la majorité des dispositifs d'hébergement pour demandeurs d'asile sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et à ce titre financés par une ligne budgétaire qui s'appelle la ligne Asile et Intégration et qui a été intégrée au CESEDA. Vous verrez, je vais préciser exprès parce que vous verrez qu'en fait cette ligne elle est sous-dimensionnée budgétairement et que très vite on va prendre justement sur la ligne budgétaire de l'hébergement d'urgence pour pouvoir couvrir les besoins de la ligne budgétaire asile et intégration. Donc en fait on sait faire des transferts d'argent mais on ne sait pas faire fonctionner les systèmes de manière intégrée. Le DNA compte environ 108 000 places à ce jour. Il est occupé à 97%, donc soit 87 000 demandeurs d'asile. Donc les hébergements, ça représente environ 75% des demandeurs d'asile qui ont une demande d'asile en cours d'examen. Le premier constat est qu'il reste très en deçà des besoins en termes d'hébergement, puisqu'on compte environ 150 000 demandeurs d'asile par an. Donc déjà, on part sur un déficit de base de 50 000. Par ailleurs, 25% des places de ce dispositif national d'accueil sont occupées par des personnes qui ne sont pas encore demandeuses d'asile. Exemple, on va parler des CAES, etc., des personnes qui vont demander l'asile et qui sont prises en charge dans des centres d'hébergement qui leur sont destinés, ou toutes les personnes déboutées de l'asile, ou toutes les personnes n'ayant plus de CM1.
conditions matérielles d'accueil. Ben ça représente 25% des personnes hébergées. Donc en réalité, il n'y a que 2/5 des personnes qui sont demandeuses d'asile qui sont réellement hébergées au dispositif national d'accueil. Tous les autres, donc tous les demandeurs d'asile qui sont en cours d'examen, vont recevoir une somme complémentaire qui est de 7,40 € pour pouvoir s'héberger. Alors, moi, ça, j'avoue, cette somme de 7,40 €, c'est quand même mon pompon sur la Garonne, parce que j'imagine toujours la personne avec 7 € allant demander une chambre à un hôtelier à Paris. Et vous imaginez, genre, salut, j'ai 7 balles, est-ce que tu veux bien de moi? Même dans les... Il me semble, par exemple, que dans les là, à Vaclav-Havel, la prix de la nuitée dans le... Auberge de jeunesse. Ouais, dans l'auberge de jeunesse, c'est 30 € la nuit. Donc avec 7 €, vous vous hébergez pas en fait à Paris. C'est 7,40 € d'accord, mais vous hébergez pas. 20 000 autres sont tout à fait dépourvus, donc 20 000 personnes, ça fait quand même un peu de monde, qui sont totalement dépourvus de conditions matérielles d'accueil. Ça veut dire qu'ils n'ont ni droit à un hébergement, ni droit à l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile. Et ces personnes-là, en fait, elles se retrouvent en dehors de tout dispositif, et leur seule planche de salut, c'est finalement de se raccrocher au droit commun, à l'hébergement d'urgence de droit commun. Mais on verra par la suite que c'est en fait très compliqué, et que même s'il n'y a pas de priorité affichée sur le droit commun, il y en a quand même une petite. Et que les demandeurs d'asile ne sont pas considérés comme prioritaires sur le droit commun. Donc on va parler du culte, les CADA, donc les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, qui sont un peu qui sont censés être la règle en matière d'hébergement des demandeurs d'asile. En fait, ils sont assez rares. Ils comptent environ 43 600 places au 1er janvier 2020. C'est rien du tout par rapport par exemple, ce qui est maintenant la règle, l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, qui représente 63 000 places. Donc en fait, ce qui est censé être la règle, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, est devenu l'exception. Donc ils sont gérés par des opérateurs d'État, des organisations gestionnaires. Les principaux sont Adoma, donc en fait les anciens foyers Sonacotra, c'est le nouveau nom de Sonacotra. Coalia, FTDA et Forum Réfugiés COSI. Tous les adhérents du BAM connaissent ces personnes parce qu'on a tous eu affaire à leur fin de prise en charge, notamment pour les demandeurs d'asile, qu'on peut suivre. Selon le ministère de l'Intérieur, ce dispositif est destiné aux demandeurs d'asile en procédure normale et aux plus vulnérables des personnes en procédure accélérée et Dublin. Alors, gloire à notre État, ils ont prévu 3 000 places nouvelles dans la loi de finances de 2021, mais ils sont en train, en fait, je lisais un article relatif à ces questions-là, ils sont en train de les transférer sur d'autres dispositifs d'hébergement qui sont justement les dispositifs d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Donc à la base, il devait y avoir 3 000 places en CADA, on est en train de vider de sa substance la loi de finances pour privilégier l'urgence en matière d'hébergement des demandeurs d'asile. Donc les fameux hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, alors là ça va être la fête aux sigles, je vous le dis. Pour pallier le manque de places en CADA, s'est développé à partir de 2010 un dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. Ce dispositif compte 64 500 places. Il est géré régionalement et selon la circulaire du 31 décembre 2018, ce dispositif est destiné à accueillir les personnes en procédure accélérée et les dublinés. Donc on est déjà sur un phénomène un peu d'exclusion. Donc déjà vous êtes plus un demandeur d'asile tout à fait normal, puisque vous êtes considéré comme un presque sous-demandeur d'asile dans le sens où vous êtes Dublin ou en procédure accélérée, soit demandeur d'asile quand même, mais quand même pas parfait. Vous voyez, donc on vous punit un peu dans des centres d'asile, un peu au rabais, parce qu'on verra, on parlera prix de journée aussi, et ça compte en termes d'accompagnement social, etc. Et bien tous ces centres-là, finalement, c'est un peu la voie de garage. C'est pas l'hébergement parfait avec les travailleurs sociaux qui peuvent vous accompagner, etc. Ne serait-ce que des questions d'interprétariat, d'argent destiné à l'interprétariat pour faire vos récits, etc. Bah, tout ça, ça n'existe pas dans ces centres-là, puisque c'est de l'urgence, que vous n'êtes pas destiné à rester et à vous pérenniser dans ces centres. 36% des places, d'ailleurs, ça le montre, sont en fait des nuitées d'hôtel. Donc quand on parle de places en UDA, on ne parle pas réellement de places en centre d'hébergement. On parle
un coup dans un hôtel pendant 3 jours, un coup dans un hôtel pendant 2 jours et déménagement à la clé. Alors imaginez quand c'est des familles avec 2 enfants, les bagages, tout ça, toujours transportés, être entre deux, etc. C'est ça la réalité des UDA. Donc qui dit hôtel dit aussi pas de possibilité de se nourrir. Parce que c'est ça la réalité des hôtels, c'est que concrètement quand il y a un micro-ondes dans un hôtel, on est content parce que ça veut dire que les gens vont pouvoir manger chaud. Mais en vrai, la plupart du temps, les gens ne font qu'un repas parce qu'il est livré le soir dans les hôtels. Ou alors, on leur donne des chèques qui ne sont pas des vrais tickets restaurants, qui sont des chèques des chèques services là, qui sont échangeables que dans certaines catégories de restaurants. Et par exemple, vous verrez les kebabs qui sont autour de ces centres d'hébergement, généralement, ils ont calé les prix des menus sur justement ces chèques qui ne sont pas des tickets resto et qui ne peuvent pas donc être échangés partout pour que les gens puissent, consommer chez eux, mais à l'inverse, puissent s'alimenter aussi. Et la plupart des demandeurs d'asile qui vivent en hôtel, ils ne mangent qu'une fois par jour et ils mangent des kebabs. Alors moi, j'ai rien contre les kebabs si je ne mange pas de viande, mais le truc étant, c'est que c'est pas une alimentation saine. Vous ne pouvez pas vous nourrir éternellement que de frites, en fait. Et pour les enfants surtout. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, leur repas principal, c'est ça, tous les jours. Par ailleurs, ça pose aussi un autre problème qui est l'accès des femmes à ces endroits. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour une femme de se déplacer le soir pour aller chercher à manger dans ce type d'endroit. Parce que pour plein de raisons qui leur sont propres, elles ont du mal à aller vers l'extérieur. Donc comment ça se passe pour ces femmes-là? C'est notamment elles que vous retrouvez dans les distributions alimentaires. Parce qu'elles se sentent plus en sécurité que d'aller chercher un repas une fois par jour quelque part qui est de l'ordre du restaurant, très fréquenté, souvent plutôt par des hommes. Et du coup, ça les empêche quelque part d'avoir un accès à une nourriture chaude une fois par jour, parce que pas de nourriture chaude aussi, pas de frigo, donc pas de conservation, etc., etc. Dans le cadre du dispositif UDA, on retrouve des structures telles que les CAO, donc les centres d'accueil et d'orientation, les PRADA, le programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, et les CAES, centres d'accueil et d'études des situations, et bien sûr le fameux dispositif DEPAR. Alors celui-là, il porte bien son nom. Les CAO ont été mis en place au départ pour prendre en charge les personnes vivant sur les campements de Calais et développer pour son démantèlement. Ils comptent environ 10 000 places. Donc en fait, de quelque chose, vous allez voir toujours de quelque chose qui devait être l'effet d'un instant, finalement se pérennise dans le temps. Et à Paris, il porte un nom particulier, c'est les CHUM, les centres d'hébergement d'urgence spécial migrants, mais qui sont en fait des CAO. C'est juste, on a rajouté un nom et un sigle de plus. Mais ils correspondent exactement aux mêmes choses. Les PRADA comptent environ 5400 places. Ils sont notamment situés dans les anciens hôtels Formule 1 rachetés par l'État au groupe Accor. Joli passe-passe financier aussi. C'est-à-dire qu'une chaîne qui allait tomber en désuétude, on lui a racheté ces hôtels à grands frais pour en faire des centres d'hébergement qui sont pareil, absolument inadaptés à l'accueil des personnes. Leur gestionnaire est Adoma. Ce dispositif est particulièrement spécialisé dans l'hébergement des personnes dublinées assignées à résidence. Le prix de la journée est de 15 €. Donc 15 € du prix de journée, ça veut dire qu'en gros, vous financez un travailleur social pour 80 personnes. Donc ça veut dire, autant dire que le travailleur social est sous l'eau et ne peut absolument pas voir les personnes qui sont dans ce centre. Mais de toute façon, on s'en fiche un peu parce que le cahier des charges des PRADA prévoit que les équipes sociales s'assurent du bon respect des procédures de contrôle et d'expulsion des personnes. Donc l'idée d'avoir fait des PRADA, c'est que techniquement la police puisse intervenir dans ces centres et procéder à des expulsions de manière plus rapide. C'est vraiment des espèces de prisons, ou en tout cas de centres de rétention, mais délocalisés, vous voyez, dans des anciens hôtels Formule 1 un peu pourrables. C'est la réalité. Les CAES, mis en place en 2017, comptent environ 3000 places. Ils n'hébergent que très... Alors les CAES, on connaît bien, à Paris, c'est la bulle qui avait été construite par Hidalgo à la Chapelle. Vous savez, l'espèce de temple de cirque un peu chelou, là, jaune et grise. Et alors ça, c'était... Ils sont censés permettre un accès plus rapide aux SPADA, donc les structures de premier accueil des demandeurs d'asile. Le problème, c'est qu'on a très vite vu aussi, avec notamment l'expérience de la bulle de la Chapelle, que ça devenait très très vite un centre de tri
qui a été complètement adossé à la préfecture de police de Paris. Donc les gens arrivaient finalement dans cette bulle. Pendant 3 jours, ils étaient pris en charge. Au 3e jour, ils étaient présentés à la préfecture qui était juste à côté, porte de Clignancourt. C'était pratique. Et en fonction des réponses de la préfecture, ils étaient envoyés dans tel ou tel type de centre. Donc par exemple, au lieu d'avoir accès à un CADA, comme ça devrait être la règle pour tous les demandeurs d'asile, ils pouvaient être envoyés dans le fameux dispositif dont je vous parlais précédemment, pour être assignés à résidence plus facilement et pouvoir être expulsables plus facilement vers un pays européen. Donc finalement, il y a eu un espèce d'engouement au départ pour cette bulle de la Chapelle, et puis très très vite aussi les demandeurs d'asile se sont retirés. Mais en même temps, c'était très compliqué pour eux de faire ça et de faire ce choix-là, parce que se retirer de ce dispositif, ça voulait dire ne pas être hébergé du tout à Paris, puisque tout convergeait et tout passait par cette bulle. À moins de choisir le dispositif du droit commun de l'urgence, avec tous les risques que ça importe. Mais si vous vouliez rester dans le cadre de l'hébergement réservé aux demandeurs d'asile, concrètement, vous deviez vous confronter à ces CAES. Le dispositif enfin départ, qui est destiné à l'assignation à résidence des déboutés du droit d'asile. Et alors là, ça c'est mon page celui-là, parce que donc il faut imaginer, vous exprimez votre volonté de partir, ou vous dites, ou tout d'un coup la préfecture se rend compte que vous êtes débouté. Donc là, vous allez être assigné à un centre qu'on appelle départ. Ces centres départ, en fait, c'est pareil, des espèces de centres rétention, mais alors désignés comme tels, pour vous garder là le temps qu'on organise votre expulsion ou votre retour volontaire. Donc l'idée du départ, c'est en gros, vous acceptez de retourner volontairement dans votre pays, sinon, on viendra vous chercher dans ce centre pour vous placer en centre de rétention. L'hébergement au sein des structures est conditionné par la poursuite d'une demande d'asile, et c'est bien des arrêtés du ministère de l'Intérieur qui en fixent le cahier des charges, le règlement intérieur et le contrat de séjour. L'OFII décide des entrées et des sorties et des transferts des personnes qui y résident. Ainsi, les DA ne peuvent quitter plus de 7 jours leur hébergement sans autorisation, ou alors peuvent y être assignés à résidence. Du coup, on peut s'interroger aussi à savoir si les opérateurs délégataires d'État, que sont Coalia, FTDA, parce que FTDA aussi a des centres d'hébergement de ce type, etc., à quel point ils participent à l'industrie de l'expulsion. Je laisse ça à votre sagacité, hein, ou à Doma. À quel point on participe du coup au processus d'expulsion des personnes qui résident dans ces centres. Et deuxième point pour les travailleurs sociaux, à quel point on manque à son devoir de déontologie quand on travaille dans ces centres. Et troisième point, est-ce que du coup ça ne veut pas dire qu'on a complètement renoncé à l'accueil inconditionnel qui est censé prévaloir dans les centres d'hébergement? Alors, les problématiques, la complexité de la typologie de ces nouveaux lieux rend difficile la compréhension et la lisibilité de leurs fonctions. Accueil, accompagnement social et juridique, surveillance ou rétention hors les murs. Cette confusion est accentuée par le fait qu'un même lieu peut regrouper des dispositifs, comme je vous le disais, différents. Exemple, un lieu peut avoir des places classées CADA, CAO et PRADA. Donc ça veut dire que vous avez des migrants qui sont concrètement expulsables juste à côté de migrants qui vont accéder à la demande d'asile, qui vont accéder au statut. Tout ça dans un joyeux mélange, sans tenir compte ni des sensibilités des uns, ni des sensibilités des autres. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est le nombre de places disponibles au moment T. Le contrôle exercé sur les personnes hébergées qui s'est considérablement accru avec la circulaire du 12 décembre 2017 qui prévoit le recensement et le contrôle des personnes étrangères via des équipes mobiles, OFII et agents de la préfecture, dans tous les centres d'hébergement d'urgence. Donc dans tous les EUDA que je vous ai cités, techniquement, quelques jours après leur arrivée, les migrants voient systématiquement des agents de la préfecture et des agents de l'OFII qui sont là, soi-disant, pour vérifier leur vulnérabilité, mais qui sont surtout là pour vérifier leur parcours d'exil, ce qui permet de faciliter le classement en Dublin, en procédure accélérée, pour permettre de débouter plus facilement les DA. La création des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative, donc comme je vous le disais, les CAES, ont vocation à faire un tri entre les personnes susceptibles de rentrer dans le dispositif de l'asile et les autres, orientés notamment vers les dispositifs de contrôle en vue de leur
oui, je vais vite, en vue de leur expulsion. Alors ça, autre dernière problématique, le développement de dispositifs de surveillance et d'expulsion, assignation à résidence à l'intérieur des lieux d'hébergement. Le développement de mesures coercitives en vue de combiner expulsion des hébergements et expulsion du territoire. L'hébergement de droit commun, alors ça vous le connaissez tous, c'est globalement à Paris le SAMU social, d'accord, c'est le fait d'appeler le 115. Qui s'est déjà retrouvé à appeler le 115 sait qu'il faut qu'il ait du temps et beaucoup de patience avant d'avoir quelqu'un en ligne. Alors nous, on avait la chance avant de pouvoir rentrer en contact avec le SIAO, mais pareil, on va parler dématérialisation des procédures, ça participe aussi de la dématérialisation des procédures. Ils ont mis en place une plateforme informatique où il faut être spécifiquement travailleur social pour avoir accès, etc. Donc c'est un peu compliqué pour nous, par exemple, d'y inscrire des gens pour le moment. Et donc tout ça est un frein, en fait, au fait de faire entrer les personnes dans le champ du droit commun d'urgence. Pour tout dire, il y avait un gros travail fait au BAM pour faire entrer les personnes justement dans l'hébergement d'urgence de droit commun. Pourquoi? Puisque ces hébergements d'urgence de droit commun sont pour l'instant préservés de toute intervention de la police et de la préfecture en vue de contrôle d'identité des personnes étrangères. Donc c'est vrai que nous, ça nous intéressait quand on a vu tout d'un coup les gens se rapprocher dangereusement des centres d'hébergement du plein pour procéder à des expulsions. C'est que bon, mieux vaut finalement privilégier l'hébergement d'urgence de droit commun que le DNA. Il s'avère qu'on a été un peu freiné parce que je pense qu'on n'était pas non plus la seule association à pratiquer la chose et que du coup l'État a mis un stop à cette pratique. Important, si vous avez des suivis, le 115 peut être fait de toutes les cabines téléphoniques, de tous les numéros, c'est un numéro gratuit, c'est important à rappeler, mais c'est utile. C'est un dispositif départemental, donc au niveau de Paris, je vous l'ai dit, c'est le SAMU social qui s'en occupe. Une problématique spécifique, donc comme je vous l'ai dit, le budget de l'hébergement des demandeurs d'asile est toujours sous-doté financièrement, et donc on se sert sur le budget, qui est une ligne budgétaire autre, de l'hébergement d'urgence de droit commun, et donc ça permet quoi? Ça permet en fait de mettre en concurrence les pauvres entre eux. Et donc c'est quoi cette pratique de l'État qui vise à mettre les pauvres en concurrence sur juste leur hébergement entre eux, pour s'interroger. 2-3 problématiques générales. Une problématique générale, et je finis là-dessus. Le recours à des places hôtelières pour les hébergements d'urgence, attention, ça pour le coup ça concerne et les dispositifs de droit commun et le DNA. Pourquoi on s'est servi justement de ces dispositifs hôteliers alors qu'ils sont coûteux et court-termistes aussi et qui ne permettent pas la mise en place de réelles mesures visant à augmenter le nombre de places dans les centres d'hébergement. Voilà. Le SAMU social à Paris, ça a toujours été une langue de lancement politique pour ses directeurs. Il faut déjà partir de là, parce que ça c'est très important, c'est de voir comment l'implication des directeurs du SAMU social comment on fait de cet objet SAMU social une rampe d'accès aux politiques pour quelque part donner une couleur un peu de gauche aussi à sa politique. L'exemple type pour ça c'est Dominique Versini. Dominique Versini, c'est l'ancienne directrice du SAMU social et c'est l'adjointe d'Anne Hidalgo pour tout ce qui concerne notamment la précarité et les mineurs isolés étrangers. Et les habitants en salut, on a eu plusieurs fois maille à partir avec elle. Dominique Versini, donc, qui était aussi une ancienne adjointe de Raffarin. Bref, donc elle a fait Raffarin, SAMU social, un peu machine à laver de gauche, hop, avec le SAMU social, et maire adjointe de Paris. Mais on en a un autre qu'on peut observer comme ça, c'est Éric Pliez. Éric Pliez, ancien patron d'Aurore et du SAMU social, il a fait les deux en même temps. Ça aussi, on peut s'interroger à savoir comment, finalement, une plateforme qui dispatche des personnes dans des centres d'hébergement peut dispatcher des gens dans des centres d'hébergement qui sont eux-mêmes gérés par la même personne de l'association délégative d'État. Ça commence à faire beaucoup quand même en termes de montage financier, on est quand même sur un... Bref, bon, Éric Pliez, finalement, nouvel élu à la mairie du 20e arrondissement, maire adjoint, patron du SAMU social. Ça donne un cadre, à partir du moment où tu t'occupes de l'hébergement social, tu t'obtiens une couleur de gauche immédiatement, alors qu'en fait, il n'y a pas pire entreprise
que finalement les délégataires de services publics sur les droits d'hébergement. Parce que moi je m'interroge encore sur le fait que par exemple il y a quand même des prix de journée à 25 € et qu'on ne voit pas de travailleur social à l'horizon dans certains centres d'hébergement. C'est-à-dire que c'est 25 € par jour et par personne. Donc quand il y a 80 ou des centaines de demandeurs d'asile dans un hôtel, où sont passés les travailleurs sociaux qui ne voient que le gardien une fois par jour? Et pour revenir à ta question, le SAMU social, il fonctionne donc avec des intervenants sociaux, il ne fonctionne pas hyper bien, il faut dire ce qui est, puisqu'il n'y a pas assez de places d'hébergement. En fait, la réalité, c'est que concrètement, il n'y a pas assez de places d'hébergement, que ce soit pour les demandeurs d'asile ou pour les sans-abri dans leur entièreté, à Paris et en région Île-de-France. Et qu'en plus, il y a tellement d'acteurs, en fait, ce que j'ai découvert en travaillant un peu le sujet, c'est qu'il y a genre 8 acteurs qui interviennent, 8 ministères, enfin 5 ministères différents et 8 des sous-secrétaires d'État qui interviennent sur les questions, par exemple, ne serait-ce que d'hébergement d'urgence. Et pour les demandeurs d'asile, 4 ministères. Donc en fait, il n'y a pas aucun lien. Le seul lien qui peut être potentiellement fait, c'est par la DRIL, et c'est très légèrement fait, parce qu'elle galère en fait avec tous ces intervenants qui mettent chacun leur grain de sel dans ce qu'il faudrait faire, ce qu'ils pensent être bien, etc. etc. Qu'est-ce que la DRIL? La DRIL, c'est la direction régionale de l'hébergement et de l'intégration, c'est ça? Et le L, je te le donne après. Et du coup, l'idée, c'est que eux, ils ont été créés assez récemment pour pouvoir mettre en commun, justement, toutes les paroles de chaque ministère. Donc, autant vous dire qu'ils s'arrachent les cheveux et que, de fait, il n'y a pas de direction. Donc, le SAMU social, il agit comme une entité propre. L'OFI agit comme une entité propre. Les différentes institutions qui interviennent autour de l'hébergement d'urgence, soit par exemple le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, etc., chacun fait son business de son côté. Résultat, le SAMU social, quand vous appelez à 7h du soir, il n'y a plus une place d'hébergement disponible. Ou quand vous appelez à 6h du matin. Moi j'ai déjà fait ça, mettre le réveil à 6h du matin pour appeler le SAMU social. Et t'attends 3 heures là. Et en faisant sonner 5 téléphones, on a déjà fait ça plein de fois au bar pour héberger des gens. Et résultat, tu te rends compte très vite en parlant à la pauvre intervenante que tu as au téléphone qui est au bout du boulot parce qu'elle est payée aussi une misère, il faut voir aussi globalement, ils ne sont pas payés plus lourd que le SMIC. Tu vois, pour écouter toutes les gens, des gens qui ont des problèmes d'hébergement. Voilà. Donc globalement, c'est surfinancé et mal financé à la fin. Comme ça arrive souvent en France. Surfinancé, mal budgété. Julie, pourrait bien en parler toi, mais c'est vrai qu'on suit en ce moment pas mal de familles qui étaient logées dans un immeuble du SAMU social dans le 11e qui a pris feu. Il y a des associations. Il faut savoir que le BFM-TV est arrivé plus vite sur les lieux que le SAMU social pour diriger les gens. Non, ils sont pas venus en fait. Oui. Ils sont pas venus. Ça a tout été fait, vous êtes le gardien. Les femmes sortaient avec les enfants dans des serviettes mouillées, à même la rue, même dans des bus. Vous voyez votre Paris, c'était. Alors, essayez de parler plus fort parce que je suis sûre qu'on ne voit pas. Moi, je ne vous entends pas déjà et au niveau de l'enregistrement. Non, c'était juste l'exemple d'un hôtel du service social qui avait brûlé dans Paris 11e et où justement il y avait eu une légère prise en charge et il y a vraiment abandonné des familles qui étaient relogées tous les 2 jours, 3 jours, un peu partout dans Paris. Enfin, c'était assez scandaleux. Le problème du SAMU social, c'est que globalement, faut tourner. Enfin, la vérité, c'est que ça fait tourner les marchands de sommeil. C'est ça la réalité. C'est qui a déjà accompagné quelqu'un dans un hôtel du SAMU social. Enfin, nous, on s'est vu enlever des gens, accompagner et dire la personne finalement vient dormir à la maison, tu vois, parce que tu peux pas. Nous, on a accompagné des jeunes mineurs dans des hôtels dits SAMU sociaux, mais qui du coup étaient réquisitionnés pour accueillir des mineurs isolés étrangers. On voyait les punaises de lit et les puces sauter des lits. Forcément, tu laisses pas les gens. Enfin, quand tu as les moyens de le faire et tu n'as pas toujours les moyens de le faire, tu laisses pas les minots là-dedans. Donc tu laisses personne là-dedans. En fait. Le problème de ça, c'est que ça fait tourner les marchands de sommeil. Au lieu d'avoir une politique d'investissement réelle en termes d'hébergement, ce qui serait la seule finalité, en fait, on pourra toujours tortiller, etc., pour dire oh non. Mais en fait, la seule réalité, c'est qu'il faut investir dans de la construction ou dans de la réquisition, parce qu'on a les moyens de le faire. Soit on fait ça, soit en fait on aura toujours éternellement les mêmes problèmes et aussi éternellement les mêmes problèmes de campement. Parce que quand tu regardes la composition administrative des campements qu'il y a là,
à Porte d'Aubervilliers, etc., globalement, c'est des dégoûtés de l'asile. Donc c'est de toute façon des gens qui, ou des mises en fuite de Dublin, donc c'est de toute façon des gens qui n'ont pas arrivé. Donc ils vont tomber dans les dispositifs d'urgence de droit commun. Sauf que dispositif d'urgence de droit commun, il n'y a pas. Il n'y a plus en fait. Il n'y a plus, et parce qu'on a fait quelque chose de quand on avait besoin, on prenait des hôtels des vieux hôtels de passe tout cramés là, et on mettait des familles dedans. Et pourquoi l'État préfère payer des nuits d'hôtel très chères par rapport à justement avoir une politique de construction, d'hébergement qui leur coûtera au bout du compte peut-être moins cher que ces nuitées en hôtel? C'est un peu la même analogie que pourquoi l'État préfère payer des expulsions qui sont à 6 000 € plutôt que d'accueillir réellement les personnes. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'avoir et payer des nuits d'hôtel, ça permet d'avoir une vision très court terme. C'est-à-dire que tant tu as besoin de 50 ou 100 places en une soirée, tu payes les hôtels et comme ça tu héberges les gens. Mais en vrai, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent pas aller dans ces hôtels. Enfin, il faut voir les hôtels. Moi, tu vois, on a vu ça plein de fois, des gens qui disent qu'ils vont voir les hôtels, ils font, oh non, finalement, je préfère être dehors. Ça arrivait plein de fois. Et en fait, le problème aussi, c'est que c'est un choix et une responsabilité politique de ne pas construire de centres d'hébergement. C'est-à-dire qu'à partir de quel moment tu vas justifier auprès de tes électeurs que tu destines du foncier à des étrangers? La réalité, elle est là. Regarde, ne serait-ce que quand il y a un centre d'hébergement, moi je me souviens du Spunz que ça avait été l'année dernière, quand il y a eu un centre d'hébergement installé à Louvciennes. Oh, Louvciennes! Je veux dire, Louvciennes, c'est une ville, ça doit faire 8000 habitants. C'est une ville de l'ouest parisien, ultra bourgeoise. Je dirais que la moitié des personnes qui habitent là-bas sont assujetties à l'ISF. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Et bien, Louvciennes, ils ont été capables de faire une manif. Vous imaginez? Il faut voir, c'est des manifs de cadres sûrs. C'était génial à voir, mais en même temps, ils ont fait en sorte que le centre ait failli ne pas ouvrir. Et il fallait voir où il était. Il était globalement dans un ancien centre informatique. Il y avait une route nationale qui passait devant. Donc globalement, ils étaient quand même séparés, quoi. Ils avaient un petit cordon pour ne pas être mélangés. Et il y avait des murs d'enceinte très très hauts parce que c'était un centre informatique, donc il fallait protéger les données. Donc globalement, ils ne pouvaient avoir aucun contact. Mais ils ont quand même réussi à mobiliser presque 400 personnes. 400 personnes à Louvciennes, moi on halluciné. Pour dire qu'ils ne voulaient pas d'étrangers chez eux. C'est absolument fabuleux. Donc en fait, oui, tu as ça, c'est toujours cette espèce de truc de péril du Rassemblement National. Mon Dieu, le Rassemblement National va... C'est plus discret en hôtel, quoi. Ouais, c'est plus discret en hôtel, et puis en plus, finalement... Tu peux mieux l'instrumentaliser. Et puis finalement, il mérite que ça, non? T'as ça aussi, t'as ce truc de la punition. C'est-à-dire que si tu loges des gens dans des très... Enfin, c'est toute la politique de dissuasion de l'État français que l'État français a mis en place. Si tu loges des gens dans de trop bonnes conditions, globalement, si tu leur donnes accès à des sanitaires, parce que quand on dit trop bonnes conditions, c'est ça, accès aux sanitaires, à une nourriture régulière, c'est déjà, on est sur du high level en termes d'hébergement, je pense. Ça veut dire que t'imagines, ils pourraient quand même faire 6000 km pour aller dans un centre d'hébergement. Parce que la réalité, c'est ça. Alors que si tu les loges dans des endroits pourris, ils vont dire à leur famille que c'était pourri. Alors du coup, peut-être que ça va dissuader 2-3 personnes de venir. La politique de dissuasion, oui, je me bouge. La politique de dissuasion, elle s'applique partout. Bon, j'arrête parce que sinon je vais me faire vraiment gronder.